Un film, c'est une vibration, c'est une question de rythme. Au bout d'un moment, on fait abstraction de la technique pour être porté par l'histoire. Moi, je rappelle que en fait, le cinéma, c'est un travail collectif. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision la plus large possible. Il faut vous laisser porter aussi, être conscient de cette étape qui est difficile, de pas être en opposition ou confrontation par rapport à ce qui se passe, parce que de toute façon, vous pourrez rien faire par rapport au grand mouvement. Bonjour et bienvenue dans cet amphithéâtre chez IARTUB Strasbourg. Nous sommes ravis de vous accueillir, vous étudiants, enseignants, et on a même vu des alumni rejoindre cet amphi. Je suis en présence de Ron Diens, le fondateur de Sacre Bleu Productions, dont on vous a Bonjour. beaucoup parlé, plus précisément aux filières animation. Cette masterclass, on en parlait depuis très longtemps, Ron, donc ça peut enfin se concrétiser, on est content. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, il vous aura pas échappé cette année que Sacre Bleu a été mis sous les projecteurs grâce au film multi-récompensé Flow, que beaucoup d'entre vous ont vu. Mais Sacre Bleu, depuis 99, c'est plus de 90 courts-métrages. Des courts-métrages qui ont été sélectionnés dans plus de 2000 festivals. C'est 6 longs-métrages. Beaucoup de succès. On va en parler pendant cette masterclass. Et on va dédier cette masterclass à ton parcours, en fait. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait un peu étudier tout ce que tu fais depuis que tu as fondé Sacre Bleu. Tu as choisi 10 projets sur lesquels on va s'arrêter pour étudier quelques thématiques. Voilà, là, vous voyez au milieu de la table le trophée que Ron a eu la gentillesse de nous ramener, de nous donner pour l'école. On va parler de récits, d'univers graphique, de techniques, de financement aussi, de l'évolution de ce marché qui parfois, à vous fait un petit peu peur. On va parler d'intelligence artificielle, de mutation technologique. On va essayer de balayer un spectre de thématiques assez large. Et puis à la fin, vous pourrez poser vos questions. Alors, Sacre Bleu Productions, voilà, j'ai voulu mettre les logos de tous les festivals dans lesquels tu as gagné des prix, mais je pense que c'est pas complet du tout. Annecy, t'as été récompensé plusieurs fois par le cristal du long métrage pour le court métrage. Juste cristal du court métrage. Cristal du court métrage. Après, j'ai eu des prix sur le long, mais pas le cristal du long métrage. T'as pas eu le cristal. Qu'est-ce que t'avais eu comme prix déjà sur le sur long le métrage? court ou le long? Le long. J'ai eu 3 prix du public et 2 prix du jury. Ok. Donc là, voilà, c'est quelques interjections, saperlipopette, bon sang de bois, fichtre, flûte, sapristerie, diantre, Sacre Bleu. Pourquoi Sacre Bleu Production? En fait, moi, j'ai créé ma structure en 99. Il faut savoir que je viens pas du tout de l'industrie du cinéma. J'ai fait une formation en art plastique au bac et littérature. Après, j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait un DUG d'histoire, c'est-à-dire 2 ans après le bac, parce qu'en fait, j'avais intégré une école, j'avais l'université plutôt en art plastique suite à mes études d'art plastique, et en fait, je me suis retrouvé avec des fous un peu. C'est-à-dire, j'avais un prof qui faisait du boudin avec son sang, par exemple. Un autre c'était l'époque de l'art comment ça s'appelle, du body art, donc dans les années fin des années 80. Et donc moi j'avais à cette époque-là besoin d'un peu de stabilité parce que j'avais 18 ans et puis c'était un peu bizarre dans ma tête. Donc j'ai fait un doc d'histoire et puis après j'ai fait une école de communication d'entreprise dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le CELSA. Donc j'ai fait un master et ensuite j'ai fait également un master de littérature comparée. Et puis après, j'ai essayé de travailler en entreprise. Parce qu'en fait, à l'époque, on m'avait dit, c'est simple, soit t'es artiste, tu peins, et ça va être hyper dur pour toi, et tu seras prof d'art plastique, enfin, c'est ce qui peut t'arriver de mieux. Soit tu travailles en entreprise. Donc, c'était un discours assez binaire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en entreprise? Et il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. La comptabilité, ça m'intéressait pas. Enfin, il y avait plein d'ingénieurs dont j'avais pas du tout fait ce genre d'études. Donc, je me suis dit, je vais faire des études de communication parce que c'est un peu le côté un peu plus folklore. Enfin, le seul truc un peu folklore, on peut dire qu'on peut faire en entreprise, dans l'industrie. Mais après avoir fait mes études, en fait, très rapidement, je me levais pas le matin parce que ça m'intéressait pas. Donc soit je me cassais, soit je me faisais virer, et donc je me suis retrouvé à nouveau, je me suis retrouvé au chômage, et j'ai touché à cette époque-là le RMI, qui est l'ancêtre du RSA, et je me suis dit tiens bon allez, je vais quand même tenter, je vais essayer de devenir quand même artiste peintre. Donc je me suis mis à beaucoup peindre, et puis j'ai beaucoup écrit. Et puis un soir comme ça, dans une semaine, je sais plus exactement quand, ma cousine m'a invité à dîner, et il y avait un invité, c'était un producteur de courts-métrages, de films de fiction,
qui travaillait également à la Fnac, qui était vendeur à la Fnac et qui avait créé sa boîte de production pour faire ses courts-métrages. Donc on a pas mal discuté, il était curieux de ce que j'écrivais. Donc je lui ai montré, il a lu, il a bien aimé et puis il m'a demandé pourquoi j'en ferais pas un court-métrage. Je savais pas du tout ce que c'était que les courts-métrages à l'époque. Et donc il m'a dit écoute, comme tu es au chômage, si ça t'intéresse, je suis prêt à te produire et puis à te former. Mais comme tu es au chômage, tu vas travailler gratuitement pour moi. Donc j'ai dit pourquoi pas. Pendant 1 an j'ai travaillé et puis au bout d'1 an je lui ai reposé la question. Donc quand est-ce qu'il allait me produire et il m'a dit en fait non, ma boîte c'est pour mes films, j'envisage pas de produire quelqu'un d'autre. Donc je lui ai dit va faire un culo. Pour ceux qui parlent un peu italien, ils comprendront. Et donc je me suis cassé et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un accident de voiture et de me faire cambrioler. Et grâce à l'argent de l'assurance, j'ai créé ma boîte. Voilà. Et donc, avec l'argent de l'assurance et le capital de la boîte, j'ai fait mon film, qui a pas du tout marché, parce que j'y connaissais rien. Et donc après, je me suis retrouvé donc toujours au chômage, parce que en fait, j'avais pas quitté le chômage, mais avec une boîte de production sur les mains et puis un film qui a pas marché. Donc j'ai appris le métier de mon côté pendant 2 ans à peu près, et puis le film suivant que j'ai fait, un petit court-métrage qui dure 2 minutes, a été sélectionné dans plus de 150 festivals, a été acheté par plus de 15 télés dans le monde entier, et puis ça a été un peu le début du succès de Sacre Bleu. Donc initialement, j'étais parti pour être réalisateur. Je me suis dit que je voulais essayer de donner aux apprentis réalisateurs ce que j'avais pas eu, c'est-à-dire les accompagner davantage que ce qui m'était arrivé. Il faut savoir que être réalisateur, c'est un peu un sacerdoce, c'est-à-dire que c'est un peu comme être artiste. Si vous faites un film et que le film est raté, il faut jamais dire que le film est raté, parce que sinon votre valeur diminue aux yeux des financeurs, du monde, etc. Donc même si vous faites un mauvais film, vous devez dire que c'est les autres qui sont complètement cons, qui ont rien compris à votre film, etc., que votre film est génial, etc. Parce que sinon, vous en sortez pas au bout d'un moment. Et comme moi, j'avais plutôt tendance à dire j'avais commencé par un film raté déjà, donc je me suis dit que c'était peut-être pas pour moi. Donc progressivement, j'ai dérivé vers le métier de producteur. Donc Sacre Bleu, en fait, ça vient justement de toute cette période, parce que en fait, c'est un peu un mot qui signifie dans l'adversité, essayons de dépasser les problèmes. Donc c'est un juron positif pour moi. J'aurais pu appeler ma boîte Merde Production, bon, c'est pas très excitant. Puis surtout, c'est très statique. Et quand on dit merde, et puis voilà. Alors que quand on dit Sacre Bleu, ça veut un peu dire il y a un problème, mais on va essayer de se confronter à ce problème. Merci beaucoup pour cette avec plaisir pour cette explication. Voilà, on va regarder la démo reel de Sacre Bleu qui donne un petit aperçu des projets que tu mets en avant, qui va vous permettre de découvrir tout un tas d'univers graphiques. Donc, tu nous as expliqué à l'instant que tu avais commencé par la réalisation. Aujourd'hui, tu es un producteur. Pour expliquer aux étudiants un peu ce que c'est que ce métier et les différentes facettes que ça recouvre, qu'est-ce que tu dirais ? Déjà, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de formation, donc ça va pas être trop compliqué comme métier. Je pense que un producteur, c'est quelqu'un qui se situe entre en gros, un producteur de film, entre le réalisateur et le spectateur. En fait, c'est le premier spectateur d'un film. C'est-à-dire qu'en fait, la position de producteur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a lu le scénario, qui a discuté avec le réalisateur, qui a compris ses intentions, qui les a poussées aussi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas juste de recevoir un scénario et de dire tiens, je l'envoie pour des financements et puis on fait le film, j'en ai pas, on laisse tomber. C'est avant tout essayer de comprendre ce que veut faire le réalisateur. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que les réalisateurs, ils savent pas toujours ce qu'ils veulent faire. Ils ont des intentions, mais c'est pas des intentions qui sont très très profondes, etc. Ils écrivent quelque chose et puis voilà. Il y a pas toujours d'exigence parce que comme il y a un peu de pognon en France dans le domaine du cinéma, il y a plein de projets.
Il y a plein de films qui se font, mais souvent les films ils sont pas très intéressants. Je vous donne un exemple. Clermont-Ferrand reçoit à peu près 3000 films par an. Donc fabriqués rien que des films français, hein. Je parle pas des films internationaux. Et parmi ces 3000 films, il y en a à peu près 20 qui vont circuler dans l'année. Voilà. Donc moi, mon objectif quand je produis un film, c'est d'essayer d'être parmi les 20 chaque fois. Et pour être parmi les 20, il faut que je comprenne bien déjà ce que veut le réalisateur, si c'est pertinent ce qu'il fait, si c'est original, si c'est pertinent, s'il est bien centré sur lui, et aussi si on peut collaborer ensemble. Parce qu'il y a toujours une grosse angoisse chez les réalisateurs, c'est que le producteur s'accapare le rôle en partie du réalisateur. Mais ça va dans les deux sens, hein. Les producteurs aussi sont souvent des réalisateurs un peu frustrés, donc il y a beaucoup de choses à enlever. Et puis il faut savoir que quand un réalisateur a un problème avec un producteur, après il considère que tous les producteurs sont des enfoirés, etc. Ce qui n'est pas le cas, hein. Ça va dans les deux sens. Donc le métier de producteur, c'est donc avant tout comprendre l'intention profonde du réalisateur. Pourquoi il veut faire ce film? Alors, tout le temps, c'est pour des raisons personnelles, mais à des degrés plus ou moins importants. C'est lié à leur histoire qu'ils vont métaphoriser, c'est voilà, ou pas assez, etc. Ou ils ont quelque chose d'intéressant à raconter dans leur histoire, dans leur personnel, etc. Mais la différence d'un journal intime, c'est quelque chose qu'ensuite on va donner au public. Donc il faut être bien conscient que le public, il sait rien en allant dans une salle de cinéma, il sait rien de l'histoire. À la rigueur, il a lu le résumé. Dans un programme de court-métrage, par exemple, il va se retrouver avec d'autres courts-métrages. Donc, comment arriver à ce que le court-métrage du réalisateur qu'on produit prenne un peu le dessus sur des univers qui peuvent être très forts, qui vont être avant et après. Donc, tout mon travail, ça va être justement de faire ressortir ce film, de trouver l'originalité la plus importante de ce film, et puis que le réalisateur me fasse confiance pour que je puisse être le représentant, l'apôtre, on va dire, de son film pour aller chercher des financements, et que je sois toujours là pour lui dire ton projet il est clair, mais il faut pas non plus qu'il soit trop clair, parce que vous, quand vous êtes spectateur, que vous allez voir un film, si c'est trop clair, ça vous fait un peu chier, parce que vous vous dites finalement l'histoire elle est pas géniale. Si c'est trop obtus, si le réalisateur a pas fait attention au spectateur et que vous comprenez rien, c'est pas intéressant. Donc il y a une crête un peu, on va dire, qu'il faut arriver à trouver, qui est très difficile à trouver et qui va faire qu'en fait les spectateurs vont être surpris, enthousiastes, touchés par l'histoire, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est un peu comme ça que je pourrais définir mon métier. T'expliquais que t'avais démarré par la réalisation. T'as expliqué comment t'es arrivé au secteur du cinéma tout à l'heure. T'as expliqué les différentes rencontres. Donc on va parler de La Flamme. Voilà. Donc ce film, il a été réalisé par toi en 2001. On va pas pouvoir vous montrer d'image du film, mais j'aimerais que tu nous expliques. Il y avait une petite innovation déjà, un choix artistique, voilà, qui justifie aussi le titre. Est-ce que tu peux parler de ce projet et comment il est né et voilà et comment il est sorti? Oui, en fait, bon, c'est un projet qui raconte l'histoire d'une rencontre improbable dans les années 20 entre deux amoureux sur la plage. Et pendant que l'homme se dirige vers la femme, la pellicule va brûler derrière lui, donc la flamme, et l'homme va essayer de sortir du cadre. Voilà. Alors quand on est sur le contre-champ sur la femme, elle brûle pas, elle voit la brûlure, elle voit l'homme qui essaye de s'échapper, et puis finalement il va pas y arriver et il va être brûlé. Donc c'était c'est presque un court-métrage de publicité parce qu'il fait 2 minutes, donc c'est avec une chute. Enfin, il y a 2 chutes justement. C'est ça qui est intéressant dans la narration. Et voilà, c'est le court-métrage dont je vous parlais qui a fait plus de 150 festivals. Là, on va parler de ta rencontre avec l'animation. Comment t'es passé du live à l'animation? Comment est-ce que ça s'est fait? En fait, c'est très simple. Donc, j'avais une formation en art plastique. Donc tout ça s'est fait au début des années 2000. C'était un moment où l'animation était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait quasiment aucune école de cinéma d'animation. C'était plus ou moins au moment de Kirikou. Et en fait, moi, c'était une façon de retourner un peu à mes premières amours, qui étaient donc liées à la peinture, au dessin, etc. Et en fait, quand j'étais au lycée, j'adorais ces moments. J'étais avec ma camarade pendant 4 heures et puis on peignait sur des formats raisins. Et c'était super parce qu'en fait, c'était le seul moment, en quelque sorte, même quand on avait des contrôles,
où on travaillait en équipe parce qu'on peut pas cacher un format raisin de 50-65 centimètres. Évidemment, on nous apprend à l'école jusqu'au bac et des fois après dans certaines écoles à être très individualiste, à cacher notre copie, à travailler de manière seule. Et puis après, on nous balance dans le monde du travail, on nous dit bon bah maintenant il faut faire des projets ensemble. Donc il y a quand même un décalage très important entre le système éducatif et puis la réalité du monde du travail. Donc en fait, je pense que, et pour ceux qui ont vu Flow, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est très important la collaboration, la confiance entre soi, entre les autres, pas avoir peur de l'autre. Et en fait, à mon époque, je pense que ça a un peu changé aujourd'hui parce qu'on doit se soutenir un peu tous. Il y avait cet individualisme forcené qui me posait des soucis. Et donc j'avais envie de retrouver non seulement le geste de la peinture, mais également la collaboration avec les autres. Il faut savoir que dans les films en prise de vue réelle, les tournages sur du long métrage, ça dure à peu près entre 5 et 7 semaines. C'est un climax très intense où il y a beaucoup de gens sur un plateau. Chacun fait son boulot. Les gens, généralement, ils sont plutôt doués, mais ils communiquent très peu avec les autres parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont affairés à faire ce qu'ils doivent faire. À la rigueur, ils voient les autres corps de métier au moment du déjeuner ou au moment du dîner. Après que le film se termine, chacun va aller sur d'autres tournages. En animation, c'est différent. On travaille pendant beaucoup plus longtemps. Par exemple, sur Flow, on a travaillé 1 an sur l'animation, ce qui est pas très long. Et donc, on a le temps de discuter entre nous, on a le temps de faire des choses. Alors, on a fait le film en région sud parce qu'on a eu un soutien de la région sud. Et donc, c'était sympa parce qu'on jouait au bowling, on faisait des parties de baby-foot aussi, en dehors des heures de travail, évidemment. Et donc, on apprenait à se connaître comme ça. Et parce qu'on avait le temps aussi. Parce que la durée de fabrication est plus longue. Et moi, c'est quelque chose aussi qui était important pour moi parce que je pouvais pas toujours être sur des plateaux de tournage de films live, mais par contre, je pouvais prendre le temps à certains moments en fonction de mon agenda de discuter avec les animateurs, avec les réalisateurs, etc. Donc c'est quelque chose que je voulais retrouver, quoi. Je suis persuadée que ce que Ron raconte vous est très familier parce que vous êtes tous en plein rush de fin de film, de fin d'année, de fin d'études. Parfois il y a des petites tensions, des petits conflits. Enfin voilà, le collectif c'est un peu au cœur de vos enjeux. Donc voilà. On va parler de Tram maintenant, qui est un film. Alors on fait un saut dans le temps. Alors juste avant qu'on démarre, le premier film d'animation que tu as produit, c'était quoi? C'était Imago, et en fait c'était en 2005. Il a été sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes et il a eu 2 prix. De Cédric Babouche. Ok. Alors Tram, on peut dire que c'est ton premier court-métrage qui a été primé, enfin court-métrage d'animation. Non, puisque Imago avait déjà eu des prix. 2 prix à Cannes. Non, en fait, pour remettre ce film dans le contexte, un jour on reçoit un appel d'une femme qui nous dit qu'en fait elle veut faire une collection de films sur les fantasmes féminins écrits et réalisés par des femmes. Alors aujourd'hui, ça vous paraît peut-être un peu banal, mais à l'époque c'était pas imaginable. C'est-à-dire qu'en fait, dans les films et notamment dans les films de fiction, le plaisir féminin a été filmé par des hommes. Alors il y a par exemple Laurent Bounic qui a fait un film qui s'appelle Q, la lettre Q. Il y a Jean-Claude Brissot dont vous avez peut-être entendu parler, qui filmait des femmes qui passaient le casting, qui se masturbaient devant lui et qui devaient atteindre l'orgasme. Ça c'était juste le casting, hein. C'était pas pour le tournage. Voilà, c'est un peu ce monde un peu toxique qui nous environnait à l'époque. Et donc de donner cette parole à la femme pour qu'elle parle de son plaisir, qu'elle l'écrive, qu'elle le réalise, c'était quelque chose de très 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 nouveau. Donc c'était en 2010 à peu près. Et donc moi j'ai trouvé l'idée super et je pensais que c'était un projet de collection qui pouvait marcher, surtout qu'on avait des grandes autrices. On avait notamment Nora Twinney qui a fait Breadwinner depuis, Michaela Pavlaktova avec qui on a travaillé. Donc je me suis dit, on va prendre un court-métrage dans cette collection et puis on va l'extraire, on va en faire un court-métrage unitaire qui va nous servir pour faire la promotion de la collection. Et donc le film a été sélectionné à Cannes aussi, à la quinzaine des réalisateurs. Il a gagné le Cristal à Annecy, mais apparemment ça n'a pas suffi. Et alors bon, ce qui est drôle quand même dans l'histoire, enfin ce qui est drôle, tout est relatif, c'est que ça avait fait grand bruit à l'époque en 2012, mais aujourd'hui si on lit les scripts, on s'aperçoit que
les femmes dans leur récit, dans ce qu'elles montrent aujourd'hui dans certains films, etc., et qui sont sélectionnés dans les grands festivals, va beaucoup plus loin que les propos qui sont qui étaient présents dans la collection. Donc c'est bien parce que ça veut dire que le parcours sur la libération de la femme, de la parole de la femme, a quand même énormément évolué. Même si hélas, il y a un retour de bâton qui est assez violent, on le sait, hein, par certains hommes, il y a quand même eu du parcours positif qui a été fait entre-temps. Ce film, il circule encore en festival où est-ce qu'on peut le voir? Pas en festival, ou peut-être de temps en temps pour des rétrospectives, ou sur Michaela Pavlatova, ou sur Sacre Bleu, ou des thématiques justement sur le plaisir féminin. Mais voilà, c'est la vie d'un film, quel qu'il soit, c'est un moment intense, plus ou moins intense, si le film est réussi ou non. Et puis après, ça se délite doucement. Donc ça tiole un petit peu. Ron évoque beaucoup le fait de trouver de l'argent pour des films. Tu vas nous expliquer un peu toi en tant que producteur. Alors, les élèves apprennent un petit peu les bases de l'économie du cinéma. En France, on a un système un peu particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est de trouver de l'argent, comment ça fonctionne? On sait que c'est un espèce de Tetris hyper complexe avec des guichets multiples. Explique-nous un petit peu ce que c'est ce métier de trouver de l'argent pour faire des films. Donc, quand j'ai rencontré le réalisateur, que j'ai lu son scénario et qu'on a validé cette étape, on va estimer le coût du film. Donc, on va budgétiser le coût d'un film. Généralement, on part d'un principe très simple. C'est on cherche pas à brusquer le réalisateur. On lui demande comment il souhaite travailler, parce qu'il a déjà sa façon de travailler qu'il a appris à l'école, qu'il a déjà testé sur des films de fin d'études ou sur des courts-métrages professionnels qu'il aurait pu faire entre-temps. Une fois qu'on a calculé le coût du film, on va chercher les financements. Donc les financements en France, ils sont principalement publics. Je parle du court-métrage pour l'instant, après je pourrais parler du long-métrage. En gros, il y a une loi qui dit que pour produire un court-métrage en France, il faut maximum 80% d'argent public et 20% d'argent privé. Les sources de financement, elles sont nationales avec le CNC, elles sont régionales avec donc les régions qui soutiennent. Par exemple ici, vous avez des aides de la région Grand Est, des aides de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, il y a des aides régionales, départementales, voire locales. Et puis, il y a des aides privées qui sont beaucoup plus rares, qui sont des aides des diffuseurs télé, notamment. Après, il y a des aides résiduelles dont je ne vais pas parler parce que c'est des petites sommes, entre guillemets. Il faut savoir qu'en court-métrage, il est très difficile d'être dans les clous, c'est-à-dire de respecter la loi. Parce que, en fait, il y a une convention collective de l'animation qui fait que, par exemple, un réalisateur doit être payé un minimum de 198 €, 190, 200 € jour. Et on sait combien de temps ça met pour faire un film. Donc, en gros, on pourrait dire que, normalement, on devrait être sur les bases du long métrage, c'est-à-dire que chaque minute devrait normalement coûter 100 000 €. Évidemment, c'est pas possible de trouver suffisamment d'argent. Puisque, en court métrage, on va partir sur une base moyenne, pour être un peu réaliste, de 10, 15 000 € la minute à peu près. Donc ça, c'est à peu près trouvable. Et donc, on est obligé de travailler sur, de constituer des dossiers. Donc, les dossiers sont constitués généralement d'un synopsis, d'un scénario, d'une note d'intention, du CV du réalisateur, du CV de la production, d'une note d'intention du producteur. Et puis, cerise sur le gâteau, puisqu'on parle d'animation, il faut rajouter aussi des dessins, il faut rajouter éventuellement une animatique, etc. Enfin, donc il faut quand même engager un peu d'argent et un peu de temps pour préparer un dossier. Et on se retrouve face à pas mal de concurrence. Pour le long métrage, donc alors l'autre point qui est important, ce qui est très intéressant dans l'animation, c'est qu'on peut travailler assez facilement sur de la coproduction. Alors sur de la coproduction nationale, ce qui est pas toujours très intéressant, mais moi je milite pour quelque chose, c'est en coproduction nationale, quand on travaille notamment avec des sociétés de production qui sont régionales et pas basées sur Paris, parce qu'on a un grand problème en France,
c'est la centralisation, c'est d'encourager un bonus de la part des régions pour faire rentrer les boîtes de production régionales. Donc, si les régions donnent un peu plus d'argent quand on travaille avec une boîte de production régionale, celle-ci devient coproductrice. Et donc, ça permet non seulement de favoriser la complémentarité, sujet de flow et autres sujets, hein, comme je vous dis, le travailler ensemble, la notion de travailler ensemble, ça permet de faire moins de films et mieux financer. Voilà. Il y a aussi des coproductions internationales. Le métier de producteur, c'est quoi? C'est d'aller chercher les talents là où ils se trouvent. Donc, par exemple, Gins, il est letton. J'ai travaillé avec une coréenne, dont vous verrez le trailer. Michaela est tchèque. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs étrangers. Et la plupart du temps, je fais une coproduction avec des boîtes de production de ces pays. Voilà. Donc, évidemment, l'anglais est très important, etc. Tu parlais de concurrence tout à l'heure. Arte, que vous connaissez, et qui a une vraie politique autour du court-métrage animation. Je crois que la personne en charge de ça, qui est Hélène Vessière, elle disait qu'elle recevait plus de 800 courts-métrages par an à lire. C'est de cet ordre-là, pour vous dire, pour un peu évaluer cette concurrence-là. Tu disais que effectivement, il y avait les régions pouvaient coproduire. Il y a aussi autre chose dont je vous ai un peu aussi parlé en cours pour ceux qui ont eu ce cours-là. C'est le système du 1 pour 2. C'est-à-dire que quand une région décide d'investir dans le cinéma, d'investir dans la culture, dans le cinéma d'animation, et qu'elle décide de mettre, admettons, 2 €, le CNC, dont vous a parlé Ron et que vous connaissez aussi, met 1 € pour compléter. Sachant que ce modèle est quasiment unique dans le monde. C'est-à-dire que il y a pas mal de temps, en fait, il y a une quarantaine d'années, il y a eu les accords du GATT et en fait qui visaient à protéger l'exception culturelle, c'est-à-dire éviter que les Américains nous inondent avec leurs produits culturels, leurs films, etc. et protéger la culture française, européenne. Et donc il y a des garde-fous qui ont été mis en place pour permettre à ce que la création française puisse exister et s'exprimer. Voilà, donc c'est très très important et on est quasiment le seul pays à autant aider le court-métrage. En Allemagne, par exemple, il y a des films de fin d'études et après, les gens vont se spécialiser en publicité, vont éventuellement faire un long-métrage ou vont faire du film d'entreprise. Je dirais plutôt le monde du court-métrage dans les autres pays est pas très très existant. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Hein. C'est pas parce qu'il y a de la thune qu'il y a des bons films. Voilà, il y a plus de films qui se font, certes, mais il y a moins d'exigences. C'est-à-dire que quand moi je travaille avec un réalisateur étranger, il sait qu'il a une opportunité extraordinaire, pas nécessairement de travailler avec moi, mais de travailler avec un producteur français qui peut débloquer de l'argent. Donc il est très exigeant avec lui et il va être très exigeant aussi dans notre relation. Il va être très exigeant sur son film. Voilà. En France, parfois, les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs manquent d'exigence. Donc ça, on est dans un monde très compétitif. On a l'avantage d'avoir l'intermittence du spectacle qui aide un peu, mais parfois ça fait s'endormir un peu sur ses lauriers. Voilà. Donc quand vous serez dans le monde du travail, il faudra faire attention à ça. Il faudra être vraiment exigeant avec vous-même aussi et exigeant avec vos interlocuteurs. Alors tu t'évoquais des règles qui ont été mises en place. En France, en fait, les chaînes de télévision, qu'elles soient privées ou publiques, elles ont des obligations d'investissement dans la création et c'est ce qui va aller nourrir un petit peu les fonds du CNC et les fonds du CNC vont être redistribués à des producteurs, à des auteurs en direct sous forme de, il y a des comités de sélection. Et aussi une part du prix du ticket de cinéma aussi. Tout à fait. Qui est carrément 40% même, 40% de la place du cinéma qui va dans les caisses du CNC. En fait, c'est un circuit un peu fermé. On entend souvent, ouais, les impôts des gens, ça part dans le cinéma, etc. Non. En fait, c'est un système qui s'auto-alimente. Vous achetez une place de cinéma, il y a de l'argent qui part dans les caisses du CNC, c'est redistribué, etc., etc. Donc, c'est plutôt un système qui est très vertueux et voilà que beaucoup de pays nous envient, quoi. Et Ça permet de soutenir des cinématographies étrangères, notamment, d'être coproducteur sur des films étrangers. Qu'est-ce que ça permet? Il y a aussi ce système, en fait, notamment sur le prix du ticket, il est variable en fonction de l'origine du film. Si c'est un film américain, par exemple, il va être plus taxé et comme ça permettra au CNC de récupérer plus d'argent et de pouvoir aider
plus facilement les films français. Donc c'est un peu paradoxal, ça veut dire que s'il y a une année où il y a beaucoup de films français qui marchent très très bien, eh ben le CNC aura moins d'argent que si c'est une année où il y a plein de blockbusters américains. Vous voyez? Donc en fait, en gros, il se passe un an. C'est un peu comme les impôts. Vous verrez quand vous paierez des impôts, non pas sur l'année sur laquelle vous êtes, mais sur l'année précédente. Voilà. Donc si vous gagnez beaucoup d'argent sur l'année N-1 et beaucoup moins après, eh ben ça risque d'être dur pour vous. Donc il faut toujours anticiper, notamment les premières années quand on sait pas, dans le monde du travail, dès qu'on reçoit les premières payes, on se dit waouh, je suis super riche, c'est génial. Sauf qu'un an après, ben vous êtes rattrapé, vous payez toujours les charges, mais en plus vous payez les impôts de l'année précédente. Donc il faut être vigilant. L'idée là, c'est que ce qu'on essaye on aborde la thématique du fait de travailler avec des jeunes auteurs. Voilà, toi, t'as avec ce film et avec celui qui va venir après, t'as souvent donné la chance aux auteurs qui sortent quasiment des écoles, qui sont jeunes diplômés en fin de compte. Moi, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a un peu poussé à aller vers des jeunes auteurs. Comment se fait la rencontre? Voilà, est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Déjà, je pars d'un principe très simple, c'est que s'il y a un auteur un peu confirmé qui travaille avec une boîte de production, je vais pas aller chourer l'auteur à la boîte de production. Voilà, donc je peux aller voir un auteur qui collabore avec un autre producteur. Ça m'empêchera pas de dire à l'auteur et même au producteur que je trouve le film très très joli, hein. Mais je connais certains producteurs dont je tairai le nom parce que c'est un monde sans pitié, qui débauchent des réalisateurs en faisant miroiter plein de choses. Moi, je pars du principe que il faut que ça soit une relation qui soit honnête, qui soit claire dès le début. Voilà. Donc évidemment, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de coller à l'ère du temps. On parlait de la collection sur les fantasmes féminins qui était en avance sur son temps. Bah, c'est la même chose. Et vous le vivez d'autant plus aujourd'hui que avec toutes les techniques de temps réel, d'utilisation de Blender, etc., on est dans un renouveau, on va dire, de la 3D. Pendant 20 ans, on a vécu sur du 3ds Max, du Maya. On a été dans les tendances Pixar, DreamWorks avec des visuels un peu classiques. On est allé un peu au bout d'une technique. Et là, il y a une remise à plat de toute la façon de gérer le process de fabrication, mais aussi les textures d'image, etc. Voilà. Ensuite, ce qui m'intéresse, clairement aussi avec des jeunes réalisateurs, c'est que d'une part je peux amener mon expérience, d'autre part les jeunes réalisateurs ils sont parfois plus à l'écoute aussi et ils ont besoin d'être un peu plus mentorés et donc ils sont aussi beaucoup plus souples. Voilà, donc comme ils sont plus à l'écoute et que en fait ils arrivent sur le marché, ils y connaissent rien et c'est normal. S'il y a une confiance qui se met en place, on peut aussi aller très loin dans l'intention. Voilà. Et moi, c'est très très important. Je considère quelque chose de très important pour schématiser, c'est que en gros, sur une échelle de 100, l'histoire c'est 80%. Vous faites une école d'animation, c'est super, mais si vous faites un film dont l'animation est très jolie mais qu'il n'y a pas d'histoire, au bout de 10 minutes, on s'emmerde s'il n'y a pas d'histoire. Alors que si on fait un film qui a une super histoire, mais que techniquement c'est pas très joli, l'exemple c'est Flow, hein. Quand on regarde les chiens au début, ça pique un peu les yeux. Mais l'histoire, elle est tellement dingue que finalement, on est accompagné par l'histoire. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Moi, ça m'est arrivé de voir d'autres films où la technique était horrible, mais finalement, au bout d'un moment, on fait abstraction de la technique pour être porté par l'histoire. Ça va toujours dans ce sens. Après, évidemment, c'est très bien d'avoir l'histoire à 80 et de la compléter par 20% de belles images pour essayer d'atteindre 100. Mais en tout cas, c'est toujours mieux de faire un film qui a 80 points parce que l'histoire elle est mortelle et le dessin il est pas super, plutôt que d'avoir 20% d'images géniales mais de pas avoir d'histoire derrière, quoi. Et alors, si on revient sur Man on the Chair avec Dae Young, la réalisatrice, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de ce film et comment tu as rencontré Dae et qu'est-ce qui t'a séduit chez elle? Bah en fait, j'étais jury de fin d'études à l'ENSAD, donc les Arts Déco de Paris. D'ailleurs, c'était l'année où il y avait aussi Céline Devaux qui a fait le repas dominical. Et j'ai vu son film de fin d'études et j'ai beaucoup aimé et je lui ai proposé en fait de me présenter son prochain scénario, etc. Donc
Non seulement j'ai mis une super note, voilà, ça aide, mais le film était bien. Et puis voilà, elle m'a proposé ce projet. Alors c'est très intéressant ce projet parce que l'histoire est assez complexe, c'est-à-dire qu'en fait elle est d'origine coréenne et elle bouscule un peu. C'est pas qu'elle bouscule les codes. En fait, elle écrit pas comme une personne qui vient de l'Occident. C'est une écriture très asiatique avec avec une façon de raconter l'histoire avec beaucoup de discrétion, beaucoup de sous-entendus. Enfin, c'est très très différent de ce qu'on fait habituellement. Alors j'ai un autre exemple là, qui est pas présenté. J'ai produit un réalisateur japonais. Pour être très honnête, j'ai jamais compris l'histoire, mais il a eu l'Ours d'argent à Berlin et j'ai toujours prié pour pas qu'on me fasse monter sur scène pour demander de quoi parle l'histoire, parce que je suis incapable de raconter de quoi ça parle. Mais j'ai toujours un plaisir énorme à voir ce film, donc je sens des choses à l'intérieur de ce film qui me touchent, mais je suis incapable de raconter l'histoire. Voilà. Ok, Man on the Chair, j'ai du mal à le prononcer aujourd'hui, a gagné des prix. À Annecy, c'était quoi déjà? Il a gagné le Cristal à Annecy et il était aussi à la quinzaine des réalisateurs. On va passer au projet d'après qui est un petit peu dans la même thématique avec Céline Devaux et le repas dominical. Donc là, pareil, présente-nous le film, parle-nous un peu de ce que ça raconte. Même promotion des Arts Déco, donc c'était une très bonne année pour les Arts Déco et pour moi, puisque le film a été en sélection officielle à Cannes et il a gagné le César en 2016, ouais, c'est ça. Et donc c'est une alors là typiquement dans le type de relation de travail que j'ai pu avoir, et pareil avec Daé d'ailleurs, j'ai été très très peu intervenant parce que dès le début en fait c'est un monologue de 10 minutes, 12 minutes, et en fait c'était déjà super bien écrit. C'est une réalisatrice qui écrit très 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 bien, ce qui est assez rare, hein. Il faut savoir que ma génération en tout cas, elle est issue d'un courant qui s'appelle la Nouvelle Vague en France, qui a été au début des années 60 et qui était génial parce que c'était une nouvelle façon de raconter le cinéma avec des caméras beaucoup plus légères, mais ça fait beaucoup de mal aussi au cinéma français. Pourquoi? Parce que les réalisateurs étaient aussi les scénaristes, donc ils étaient un peu multitâches, mais c'est deux métiers très très différents. Pour vous donner une idée, notamment en animation, il y a des réalisateurs qui ont le défaut de vouloir tout faire. Déjà, donc vouloir être réalisateur et puis écrire leurs histoires, mais aussi amener leur style graphique. Donc le style graphique, pour moi, c'est un peu lié au travail d'un chef opérateur qui amène la lumière du film. Donc ça fait déjà 3 casquettes, et il y a une 4e casquette souvent quand le réalisateur veut aussi être le storyboarder et responsable de l'animatique de son film, c'est-à-dire le métier de monteur. Bon, moi, je rappelle que en fait le cinéma c'est un travail collectif et que c'est important d'avoir les points de vue d'autres personnes pour pouvoir fabriquer son film. C'est pas pour rien que Martin Scorsese s'est marié avec sa monteuse, parce que le travail de montage, et notamment en film live, puisque le montage en film live, en film de fiction, arrive à la fin de parcours, peut complètement changer un film. Si vous montez pas parfaitement un film, si vous avez des moments avec 1, 2, 3 secondes par-ci, par-là, qui sont un peu trop longues ou un peu trop courtes, et ben vous cassez complètement le rythme du film. Un film, c'est une vibration, c'est une question de rythme. Quand on parle, il y a des vibrations dans l'air. Le monde, il est fait de vibrations. Voilà. Et le cinéma, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est important d'être humble dans ce qu'on fait et d'écouter les points de vue des autres, que ce soit dans la relation entre moi en tant que producteur qui écoute le réalisateur, mais que le réalisateur m'écoute aussi,
et qu'il y ait des échanges comme ça. C'est le sujet de Flo, puisque Gins jusque-là avait fabriqué ses films tout seul et il a voulu travailler en équipe. Donc là, dans ce cas de figure, c'est une réalisatrice qui est, on va dire, un peu plus ambiance nouvelle vague, qui est très 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 douée, donc qui a écrit son scénario. Le scénario était très bien, on a eu pas mal d'aides à droite à gauche. Donc le film a été, et quand elle a fabriqué son film, en fait, elle était quasiment toute seule. Et pendant qu'elle le fabriquait, comme ça prend du temps, l'animation, et ben elle a pris aussi le temps de modifier les dialogues, de modifier la narration et l'histoire pour laquelle pourtant elle avait eu des subventions. Voilà. Il n'y a pas de, quand il y a des changements de scénario, ce genre de choses par rapport aux institutions, vous devez vous justifier ou? Non, ça dépend ça dépend de la quantité de modifications à amener. Il se trouve que là, Céline travaillait dans nos locaux, donc j'étais en direct, j'étais au courant quasiment au quotidien des modifications qui étaient apportées sur le film. Après, il faut savoir qu'il y a des systèmes d'aide qui n'en ont rien à fiche, qu'il y ait une grosse différence ou non entre la subvention qu'ils ont obtenue et par contre et le résultat final. Et il y a d'autres financeurs qui sont plus vigilants. En gros, pour schématiser, tout ce qui est argent public, ils s'en fichent, et tout ce qui est argent public et privé, faut surveiller. Pourquoi? Parce que déjà, l'argent public, c'est des comités qui sont des comités temporaires qui vont être là, qui vont travailler avec une région ou au sein du CNC pendant 1 an ou 2 ans. Et donc, il y a des scénarios qui sont déposés, mais il n'y a pas vraiment de contrôle après coup, sauf s'il y a vraiment des très très grosses différences. Par contre, quand c'est de l'argent privé, quand c'est par exemple une chaîne de télévision qui va investir, elle est très vigilante sur une corrélation étroite entre le scénario qui a été présenté et le résultat final. C'est valable aussi pour les banques qui prêtent Non, pas tellement. Non, pas toujours. Les banques, elles font un peu attention, mais elles sont pas vigilantes par rapport à ça. Et non, c'est bon, ça c'est dans les longs métrages, mais c'est pas, ça a pas beaucoup non, pas réellement. Bon, ben voilà, hein, c'est écrit et réalisé par Céline Devaux. C'est produit par Ron Dietz, voilà. La voix Vincent Macaigne, musique originale Flavien Berger, etc., etc., etc. Le repas dominical. Là, on parle beaucoup de récit, l'importance de l'histoire. Voilà, Ron vient de dire que c'était 80% d'un film, etc. Mais t'es aussi allé t'aventurer dans autre chose, qui est l'animation expérimentale, avec Boris Labbé. Voilà, t'as produit plusieurs de ses films, plusieurs de ses projets. C'est un réalisateur qui, si mes souvenirs sont bons, il était moniteur de ski, c'est ça? Aussi, d'accord. Donc, est-ce que tu peux évoquer ta collaboration avec Boris Labbé et puis comment tu l'as rencontré et ce qui a créé ce petit coup de foudre entre vous? Alors, c'est pareil, un réalisateur qui avait fait l'MK et que je ne connaissais pas, mais qui m'a été présenté par une réalisatrice que je produisais à l'époque et que je produis toujours, qui s'appelle Caroline Atia. On est en train de finir un 26 minutes ensemble. Et en fait, il m'avait envoyé son film de fin d'études, dont j'ai oublié le nom, Kyriel. Et j'avais beaucoup aimé son travail expérimental. Et en fait, j'avais décidé de le produire. Alors, c'est un réalisateur. Ce qui est intéressant, c'est que ces dossiers sont très riches en termes d'analyse, en termes de visuel, en termes de référence. Mais après, je dirais que sa façon de travailler est très très personnelle. En fait, il travaille en aquarelle et après il passe toutes ses aquarelles en négatif. Donc en fait, les couleurs sont totalement inversées. On a fait 2 films ensemble. On a fait un film qui s'appelle et puis un autre qui s'appelle La Chute. Voilà, le premier s'appelle Rhizome, le deuxième La Chute. Alors, je suis très content parce que j'ai réussi à convaincre France Télévisions de rentrer sur le projet.
alors que c'est des films assez expérimentaux. Et depuis, vous allez voir un extrait de La Chute, le deuxième film qu'on a fait, qui était à Cannes aussi, à la Semaine de la Critique. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a travaillé ensemble sur de la VR. En fait, moi, je pense que la VR est à la fois quelque chose de très dangereux, mais de très intéressant. Et puis, comme on dit souvent, il vaut mieux connaître la langue de ton ennemi. Donc, je me suis intéressé à la VR. Et j'avais un projet de VR qu'on est en train d'essayer de mettre en place là, qui est sur le principe de la création d'un zoo virtuel avec des animaux chimériques qui auraient leur vie propre grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On va parler de l'intelligence artificielle plus tard. Moi, je suis pas un fervent, un défenseur de l'intelligence artificielle. Je trouve ça très dangereux. Mais là, disons que ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un monde clos, puisque c'est un zoo dans un casque de réalité virtuelle. Voilà. Et donc, je lui ai proposé de travailler sur ce projet, et il était très intéressé, mais je lui ai dit c'est un projet qui risque de coûter cher. Et je lui ai proposé qu'on travaille sur un projet ensemble moins cher, qui s'appelle Ito Make You, et qu'on a terminé, et qui a gagné le Grand Prix au Festival de Venise l'année dernière. Voilà. Et donc là, vous allez voir un extrait de La Chute. Alors La Chute, ça ressemble un petit peu à Rhizome dans les... Enfin, ça ressemble. Je me trompe peut-être, mais il y a quelque chose de similaire dans le mouvement qui se répète, etc. Est-ce que Ce sont des boucles. En fait, ils travaillent sur un système de boucles. Je sais pas si ça se voit beaucoup sur le trailer que vous allez voir, mais en fait, l'idée, c'est d'utiliser plusieurs cycles, des cycles de marche, des cycles de mouvement, qui se répètent. Si vous regardez bien, si vous en prenez un sous les yeux, peut-être on pourra le montrer 2 fois. Et en fait, il crée une narration très particulière. En gros, ici, et voilà, vous avez le résumé qui est indiqué en dessous, au-dessus là. Est-ce que La Chute avait gagné des prix aussi? Beaucoup. Plein. Il était présenté à Cannes? Non. Tu vois, il y a oui. le logo oui, en haut à droite, en la Semaine de la Critique. La thématique qu'on aborde maintenant, c'est le fait de coproduire avec l'international. Toi, tu le fais beaucoup, tu nous l'as dit. Alors évidemment, on pense immédiatement au fait que ça soit parce qu'il y a des guichets à aller chercher un peu partout, mais c'est pas que ça. Toi, explique-nous un petit peu ta démarche. Voilà. En fait, coproduire un film, ça implique toujours une augmentation du devis d'un film, puisque il faut faire des travaux à distance. Il faut que le producteur se paye, l'autre producteur se paye aussi, etc. Donc ça augmente le coût d'un film. Mais évidemment, il faut arriver à trouver l'intérêt de payer un film plus cher que si on le produisait soi-même. Alors donc oui, il y a des raisons d'ordre économique. Si on pouvait n'avoir qu'un seul guichet, ce serait tellement plus simple. Je vous donne également un exemple, c'est que par exemple pour Gins sur Flow, on a quand je suis allé le chercher après son premier film Away, ailleurs, qu'il avait fait tout seul, j'ai rencontré, je lui ai dit que je voulais le produire ou le coproduire, et puis il s'est rapproché de moi, et puis avec son coproducteur, en fait, ils m'ont dit qu'ils voulaient qu'ils avaient postulé pour le fonds laiton, le fonds majoritaire laiton. Donc c'est impliqué que la Lettonie soit majoritaire. Et il faut savoir que la Lettonie a beaucoup moins d'argent, enfin beaucoup moins de guichets que la France. Et donc soit il était en fonds minoritaire et il pouvait avoir 350 000 euros de la Lettonie, soit il avait le fonds majoritaire qui montait jusqu'à 850 000 euros. Ce qui est plus que le CNC français. Le CNC français, il monte jusqu'à 700 000 euros, mais il a des fonds complémentaires.
qui permettent d'aller plus loin. Nous, on faisait pas ça pour être majoritaire. Comme je vous ai expliqué, c'est une relation avec un auteur. Donc que je sois producteur majoritaire ou minoritaire, moi je m'en fiche un peu. Ce qu'il faut, c'est que le film se fasse et qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Donc on a accepté, mais évidemment un contrepoint à tout ça, dans le cadre de la Lettonie, c'est qu'ils peuvent pas aller chercher énormément de guichets. Donc on a été plafonné aussi sur le montant le budget du film. Mais comme le réalisateur avait fait un film précédent tout seul, sans argent même, on savait qu'il était capable de faire son prochain film, Flow, pour des conditions évidemment beaucoup plus intéressantes que si on avait travaillé avec un réalisateur français par exemple. Donc le budget de Flow, il est de 3,5 millions et ça a complètement cassé le marché. Donc on a fait cette coproduction internationale par choix avant tout artistique, en l'occurrence. On a été obligé de refuser des financements français ou en tout cas des chiffrages français pour que la Lettonie garde la majorité, ce qui n'était pas un souci parce qu'en fait on a eu la chance de pouvoir trouver tous les financements, que ce soit en Lettonie ou en France. Il faut savoir par exemple que la Lettonie a un fonctionnement un peu différent de la France, c'est-à-dire qu'ils ont peu de réalisateurs mais ils les suivent. En France il y a beaucoup de réalisateurs et donc il y a aussi un effet de saupoudrage. Donc là sur le prochain film de Gins, la Lettonie parce qu'on va faire ensemble et ça me fait très plaisir parce que vous pouvez imaginer qu'après avoir eu l'Oscar, il a été approché par tous les studios américains, mais il a accepté qu'on retravaille ensemble, donc ça me fait très plaisir. Ça veut dire qu'on a eu une belle collaboration. Et là, la Lettonie vient de donner au producteur 2 millions d'euros, juste en un seul guichet, pour un budget estimé à peu près à 6 millions sur le prochain film. Voilà. Donc alors, choix artistique et obligation aussi économique. Et après, quand on travaille avec des auteurs étrangers, c'est toujours mieux qu'il y ait un coproducteur quoi qu'il arrive. Après, il y a une grande différence entre la 2D et la 3D. En 2D, on peut travailler sur plusieurs territoires, plusieurs régions, par exemple, pour faire différentes étapes, que ce soit le layout d'un côté, l'animation de l'autre. Éventuellement, on peut même faire l'animation sur plusieurs territoires. En animation 3D, c'est plus compliqué de splitter le travail. Donc, il y a aussi des considérations techniques. Alors, on va voir un exemple de coproduction. Voyons un exemple. Voilà, l'extraordinaire voyage de Marona qui a été présenté à Annecy en 2019. Voilà, et qui d'ailleurs avait été à l'époque financé par la région Grand Est. Voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, grâce à mes précédentes fonctions. Donc là, tu as travaillé avec Anka Damian, qui t'avait séduit précédemment avec un film qui s'appelait, je ne me rappelle plus du titre, La Montagne Magique, qui avait gagné un prix, c'est ça? Bon, elle m'avait pas séduit d'abord, premièrement. Non, c'est ce film-là qui m'avait plu. Ce projet-là qui m'avait plu. J'avais bien aimé ses films précédents et puis elle était venue me voir. Elle est énormément dans un rapport de séduction et elle a un souci, c'est qu'en fait, elle en a plusieurs, mais elle en a un particulier, c'est qu'en fait, elle arrête pas de changer de coproducteur. Et donc ça, avec le temps, on se rend compte aussi que quand un réalisateur, elle est productrice roumaine aussi, donc quand un réalisateur, quel qu'il soit, court-métrage, long-métrage, homme, femme, change chaque fois de coproducteur, c'est qu'il y a quand même un petit souci. Donc il y a eu un petit souci évidemment avec moi, mais c'est une réalisatrice talentueuse et ce projet était très très bien écrit. Donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur le projet. Et d'ailleurs, le scénario a été écrit avant qu'on trouve la charte graphique du film. Donc ça c'est l'exemple type de ce que je vous disais précédemment. Un bon scénario et après on tournait, on savait pas ce qu'elle dessine pas. Elle est productrice, réalisatrice, mais elle sait pas dessiner. Et elle a fait appel à un auteur graphique, un auteur de bande dessinée que vous devez connaître peut-être, qui s'appelle Brecht Evans. Voilà, et Brecht Evans, en fait, a fait toute la charte graphique. Et après, on a travaillé sur plusieurs régions pour fabriquer le film. Comment est-ce qu'une jolie fille comme toi a pu se retrouver ici à garder les poubelles? Ah, c'est une longue histoire. Si personne n'a de meilleure idée, je prendrais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée avec ma mère. Moi, le 9e chiot. Eh bien, mon garçon, ta mère te manque? Étrange créature que l'homme. Ah, tu as senti l'odeur, hein? T'as une maison, toi? Il faut que je te présente à ma famille petit à petit. J'avais un abri rien qu'à moi.
Nous voilà avec une gonzesse de plus dans la maison. Exactement ce qu'il me fallait. J'avais un nom, rien que pour moi. Je vais t'appeler Sarah. Anna. Marona. Et ce cadeau me tombait du ciel tout d'un coup. Je vais te la dresser en moins de 2. Non, je suis très bonne pour communiquer avec les animaux. Chez les chiens, le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Ils appellent cela rêver. Moi, j'appelle ça ne pas savoir être heureux. Le bon concept pour convaincre, c'est la thématique d'après avec un film qui s'appelle L'heure de l'ours et qui là encore a remporté des prix très importants. Le César en 2021. Explique-nous ce qui t'a... Alors, je t'aime pas le mot, mais qu'est-ce qui t'a convaincu dans ce projet, dans ce concept qui est venu te présenter Agnès Patron? Est-ce que c'est elle qui est venue te voir déjà, Agnès Patron, ou est-ce que tu la connaissais, t'avais déjà travaillé avec elle? Ouais, en fait, je lui avais proposé il y a pas mal de temps de travailler sur un projet sur le thème de la désobéissance, parce que je pense que c'est très important d'apprendre à désobéir. Quand on est enfant, nos parents nous obligent, nous encouragent à obéir, mais je pense que c'est très important de désobéir d'une façon ou d'une autre. On voit bien que parfois le gouvernement ou les gouvernements sont un peu sourds à ces désobéissances, mais je pense que c'est important d'avoir des points de vue différents et de les exprimer. Et donc j'ai commencé un peu une collection là-dessus, avec des caractéristiques un peu particulières, puisque c'était de l'argent de Sacrebleu, donc je pouvais pas payer les auteurs autant que si j'avais cherché des financements sur leur projet. L'idée, c'était de laisser les auteurs complètement libres sur leur histoire, mais sur le thème de la désobéissance, et par contre qui s'occupent de tout. C'est-à-dire que j'ai reversé un tout petit peu d'argent au début, mais ils rentraient en coproduction sur le projet et ils récupéraient 50% des recettes en distribution. Et donc j'ai eu quelques auteurs j'ai eu le film dont je parlais, le film japonais dont je vous parlais, faisait partie de cette collection sur la désobéissance. Et donc on s'était rencontrés, et puis avec la co-réalisatrice avec laquelle elle travaillait sur un autre projet à ce moment-là, elle m'a dit oui, on viendra te voir toutes les deux après que ce projet soit terminé. C'est un film qui s'appelle Chuyen. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un très très beau film qui parle de chamanisme, etc. Vraiment un beau film. Et j'aurais bien voulu le produire, mais elle me l'avait pas présenté à l'époque puisqu'elles étaient déjà dessus. Et puis quand elles l'ont fini, Cerise Lopez, qui était la co-réalisatrice, a voulu faire un break. Et Agnès avait ce projet, L'heure de l'ours, qu'elle a présenté au producteur avec qui elle travaillait à l'époque. Et donc je vous disais que je vais jamais chercher à retirer un réalisateur qui travaille avec un producteur. Et là, c'est elle qui est venue me voir en me disant, écoute, moi mes productrices, elles sont sur un autre projet, elles n'ont pas le temps de travailler sur celui-ci. Moi, j'ai envie d'avancer, je sens que c'est maintenant, etc. On avait déjà échangé précédemment, donc j'aimerais bien te présenter le projet. Donc j'ai lu le projet que j'ai trouvé très bien. Par contre, j'ai trouvé qu'il manquait des choses, qu'il n'était pas assez audacieux, qu'il devait être plus mordant. Donc je lui ai dit, écoute, il y a les bases, te préoccupe pas du financement, c'est mon travail, mais je voudrais que tu te censures pas, parce qu'elle se censurait un peu, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, en se disant bon, il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça pour avoir des financements. Donc moi je lui ai dit, écoute, oublie ça, c'est mon boulot, je te dirai après de te censurer si c'est nécessaire. En tout cas, allons-y gaiement. Et donc, elle a retravaillé l'écriture avec sa co-scénariste et ça a donné L'heure de l'ours, donc qui a été en compétition à Cannes et qui a aussi gagné le César. Il y a, en fait, c'est pareil, c'est sur le rythme, hein, donc vous verrez, je pense, sur l'extrait. En fait, son mari est le compositeur de la musique. Il y a deux petites séquences effectivement de danse, quoi, mais en fait, qui est plus de l'ordre effectivement du réalisme magique, de la possession, on va dire. Donc
Et en gros, l'histoire, elle est racontée en haut, mais en 2 mots, c'est l'histoire en fait, elle a raconté cette histoire parce qu'elle venait d'avoir un enfant et que cet enfant devenait intrusif dans la relation qu'elle avait, elle, avec son mari, le compositeur de musique. Et en fait, les enfants veulent être à cet âge-là au centre du monde. Et donc empêchent, et souvent, il y a une relation évidemment d'Oedipe entre le petit garçon et sa mère. Et donc ça raconte cette histoire de cet enfant en colère, tout puissant, et qui est jaloux du père, quoi. Mais toujours sans dialogue. Alors, le sujet maintenant qui suit et voilà est évidemment d'actualité. Ce sont les intelligences artificielles dont vous entendez parler tout le temps. Voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Comment est-ce que voilà, il y en a pas mal parmi vous qui s'imaginent peut-être que leurs métiers vont complètement changer. Toi, comment tu appréhendes un peu l'arrivée des IA? Là, t'as plus ou moins dit tout à l'heure que bon, t'étais pas un grand fan. Explique-nous un petit peu ce que t'en penses de tout ça. Et faut pas se leurrer, hein, ça va tout changer. Pas que par rapport à vos métiers, hein, ça va changer le monde. On est dans un grand paradigme qui est arrivé à l'époque de la révolution industrielle déjà, enfin des grands changements, passage du rural à l'urbain, etc. On dit en anglais, on dit un game changer. On sait pas du tout ce qui va se passer. Enfin, on a déjà des idées. Il vaut mieux essayer d'imaginer les choses de manière positive. Mais tout va être affecté, hein. Mon métier aussi, hein. Donc de toute façon, si on se focalise sur les films, ben voilà, vous voyez ce qui se faisait il y a 1 an, vous voyez ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, c'est maintenant je le disais précédemment, il faut connaître le langage de votre ennemi. Donc il faut l'appréhender quoi qu'il arrive, il faut pas être complètement braqué contre ça. Mais essayer de le comprendre, essayer de l'utiliser et voir ce qui peut en ressortir. Après, il y a une chose aussi qui est très importante, mais qui va pas venir avec l'intelligence artificielle, mais qui existe déjà. C'est que le temps alloué à la culture avait été estimé, je crois, à 1/4 d'heure ou une demi-heure par jour dans des études. C'est-à-dire qu'en gros, on délègue en moyenne 1/4 d'heure à une demi-heure par jour à la culture. Donc bon, c'est en moyenne, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un long métrage le soir de temps en temps, ou une émission Netflix, ou n'importe quoi. Mais le monde a déjà énormément changé parce que l'offre, elle est pléthorique. Avant, il y avait que le cinéma. Puis après, il y a eu la télévision. Puis avant même le cinéma, il y avait le théâtre. Donc en fait, il y a de plus en plus d'offres culturelles. Si on se focalise uniquement sur l'intelligence artificielle, sur le côté culturel. Donc le temps, nous, qu'on va dédier, il va être vachement réduit. Ça va aussi avoir une conséquence sur les financements des films, mais de toute façon, entre guillemets, je veux dire, pourquoi payer des budgets importants si on fait travailler les humains, si on fait plus travailler les intelligences artificielles. Donc en gros, une des principales conséquences, ça va être une offre pléthorique. Savoir si ça a été fait par des humains ou pas des humains, ça va être aussi une autre question, évidemment. Je pense qu'à un moment donné, on va pas se la poser.
Et quelqu'un comme, je sais pas si vous connaissez Darren Aronofsky, qui est un réalisateur de films qui avait fait Black Swan notamment et puis d'autres films, va réaliser un long métrage en intelligence artificielle en partenariat avec Google. Et on avait parlé déjà à l'époque, à l'époque de Internet, il y avait beaucoup de sociétés de contenants, donc qui venaient d'Internet, qui ont acheté des sociétés de contenu. Donc par exemple, Comcast a racheté Universal à l'époque, etc. C'était des studios qui fabriquaient avant des films, qui ensuite ont été rachetés il y a 25 ans à peu près, 20-25 ans par des sociétés qui ont fait fortune en bourse, dans l'intelligence, pas dans le contenu Internet, et qui avaient besoin, comme ils avaient les tuyaux, ils avaient besoin de contenu pour remplir ces tuyaux. Donc je dirais que c'est un peu aussi la même chose dans le domaine du cinéma aujourd'hui. Moi je dirais que c'est beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus dangereux à mon avis, c'est ce qui va se passer effectivement dans d'autres secteurs. Je vais pas citer d'exemples concrets, mais aujourd'hui l'intelligence, je vais quand même en citer, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle participe à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou entre Israël et Gaza. Voilà, c'est elle qui décide un peu des endroits où il faut frapper, etc. Donc voilà, ça c'est effectivement, c'est l'intelligence artificielle va tout chambouler, faut pas se leurrer. Et donc après, nous, vous, on doit en prendre conscience. On n'a pas le choix, parce que de toute façon, c'est une guerre entre les. Vous savez, il y a deux grandes tendances. Il y a les doomistes et puis les accélérationnistes. Pour l'instant, c'est les accélérationnistes qui ont le pouvoir. Les accélérationnistes, ils veulent quoi? Ils veulent mettre de plus en plus d'argent dans l'intelligence artificielle pour gagner les marchés. Et donc ça, c'est beaucoup de sociétés qui sont aux États-Unis qui se tirent la bourre. On n'est pas aidé par Trump, évidemment, qui encourage ça. Mais même si Trump, ou même si les États et le gouvernement américain encourageaient à calmer les choses, ils pourraient pas le faire parce que les Chinois ou les Russes font la même chose. Donc c'est même intergouvernemental, quoi. Donc on va inéluctablement vers ça. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe plus tard, quoi. Mais je dirais que il faut rester vigilant, entre guillemets, et frais, comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et pouvoir l'utiliser aussi, vous, de votre côté, au meilleur escient possible. Alors, c'est exactement sur cette position-là aussi qu'est l'école IARTUP. Apprendre à les utiliser, ces IA, pour ne pas passer à côté, en fait, parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Et très certainement que dans les pipes de fabrication des films, il y aura de l'IA très très rapidement. C'est déjà un peu le cas, je pense. Les éditeurs de logiciels ont déjà intégré des fonctionnalités pilotées par l'intelligence artificielle qui permettent d'automatiser des procédés. Donc voilà. Donc je sais qu'ici, voilà, IARTUP Strasbourg, nos étudiants, ils ont une forte appétence pour la 2D traditionnelle, voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on leur apprend les grands principes de l'animation. Mais voilà, soyez quand même, ayez les yeux ouverts et renseignez-vous sur ce qui se passe d'un point de vue technique, quoi. Alors pour contrebalancer ça, on va parler d'un bon film d'animation en 2D, Ma famille afghane, qui là encore a gagné des prix, le prix du jury à Annecy, le César, et le César aussi, qui a été réalisé par Mikaela Pavlatova, donc la réalisatrice de Tram que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, pareil, raconte-nous l'histoire de ce film. En fait, on avait fait une première collaboration sur Tram, comme vous avez vu précédemment, et ça s'est très bien passé. Et en fait, on a été approché à nouveau par Mikaela et par son coproducteur tchèque pour travailler sur son premier long métrage. L'histoire, quelque chose qui t'a quand même touché dans l'histoire? Oui, c'est une histoire qui est profondément humaniste et en fait qui se rapproche beaucoup du documentaire, avec cette capacité à ce que chaque personnage de cette famille, d'une famille large, parce qu'en Afghanistan, il faut savoir que c'est une culture qui est différente. On reste chez ses grands-parents, les jeunes époux restent chez les grands-parents paternels, ont des enfants qui restent aussi, etc., etc. Donc en fait, ça fait des familles très très larges. Et le challenge, en fait, dans cette histoire, c'était non seulement de faire une histoire évidemment intéressante, mais en plus avec des personnages qui ont vraiment une caractérisation, une psychologie
très personnels les uns les autres. Donc en fait, on assiste vraiment pas à un huis clos parce qu'on sort souvent de cette histoire, mais on assiste vraiment à des relations entre les personnages qui est très très bien faite et très touchante. Bon, alors après, on a été rattrapé par l'histoire avec un grand H, puisqu'en fait, on a fini le film exactement 20 ans après la chute des tours. Et c'est exactement 20 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, en septembre 2021, que les États-Unis ont décidé de se désengager de l'Afghanistan et sont partis. Donc au moment où on finissait le film, il y avait des gens qui s'accrochaient aux avions américains pour pouvoir quitter en urgence l'Afghanistan. Donc il y avait une vraie actualité. Bon, il aurait fallu évidemment sortir le film à ce moment-là, mais le distributeur n'était pas encore complètement prêt. Donc il a préféré attendre. Et l'homme est fait que un problème disparaît, un autre problème arrive. Et en fait, le film est sorti au moment où la Russie a attaqué l'Ukraine, quoi. از چه هستیم؟ از اروپا. اونجا چه قسم جای است؟ مردم به سینما میرن و نوشیدن. زنها چادری نمیپوشن. تا وقتی که ما زنده هستم زنای خانم مثل همیشه احترام میشن. دفعه اولتان است که میبینی. رئیس بده بدوان دیگه. خدا را شکر که شوی خوب داری. محمد است کسی نداره میگن اولاد داشته نمیتونی فکر کردم ما بچه بهترینش است که غیر از تو اینجا اکسان خارجی دارین؟ تیسیت بلا سماستیزم خلابم. How can you stand this? Everything here is simple. One husband, one religion, one country. برش خوش کرد هیچ وقت او را نمیگیرم یعنی چی که گریخته؟ غیب شده این همه گپ و گوی از آزادی و حال دخترای ما از خانه میگریزن و فاحشگی میکنن. میخوایی طول بنده برا بیایم؟ فامیل ما همیشه یک فامیل مترقی بوده. J'ai parlé du mouvement qui s'invente au fur et à mesure parce que c'est comme ça que la réalisatrice le définit aussi, ce qu'elle apprécie dans son process de travail. Est-ce que tu peux nous parler du film Papillon et nous expliquer pareil la rencontre avec la réalisatrice et ce qui t'a donné envie de travailler avec elle? Oui, alors Florence Miaille, c'est une réalisatrice d'un certain âge. Elle travaille depuis que je suis dans le cinéma, depuis l'époque où moi j'étais réalisateur. On se croisait dans les festivals à l'époque, donc il y a 25 ans à peu près. Donc j'ai toujours suivi son parcours et il se trouve que sa productrice est partie à la retraite, a vendu sa boîte et donc moi je me suis rapproché de Florence. Et c'est elle qui avait fait le film La Traversée. Je sais pas si vous dit quelque chose, La Traversée. Donc elle a fait ce film et elle travaille en fait avec une technique qui est de la peinture. Normalement, c'est de la peinture sur verre. Donc en fait, initialement, elle travaille avec une caméra 35 mm au-dessus, et puis elle faisait image par image, et puis elle prenait une photo, elle faisait une image, elle prenait une photo, elle faisait une image. D'ailleurs, il lui arrivait un jour un petit problème, c'est qu'elle avait mal accroché la pellicule dans la caméra. Et puis elle a fait 5 minutes parce que les bobineaux faisaient 5 minutes. Elle a fait 5 minutes de film et chaque fois elle efface, évidemment. Puis quand elle était partie développer la pellicule, en fait, les griffes à l'intérieur de la caméra n'avaient pas accroché la pellicule et donc finalement elle a passé 6 mois à travailler sur un film sans image. Donc c'est un procédé artistique qui est assez éprouvant. C'est comme si en gros vous travaillez 6 mois et puis votre disque dur il saute, quoi. C'est une technique qui est très manuelle. Elle est issue d'une peintre un peu connue à l'époque, et donc ça raconte l'histoire d'un peintre juif français qui, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, était champion du monde. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il a été pris et emmené dans les camps de concentration avec sa femme et sa fille. Et donc les deux sont morts dans les camps de concentration.
lui a survécu et en fait, il est redevenu champion du monde en nage papillon après coup. Voilà. Donc c'est l'histoire de sa vie. Donc, petite anecdote, la musique a été fabriquée par Pierre Oberkampf, donc qui est le mari de Agnès Patron, qui avait fait L'Heure de l'ours. Merci Ron. Alors, le dernier projet qu'on évoque, bien sûr, c'est celui, on va dire, c'est le plus important. C'est un film. Moi, je me souviens il y a 2 ans à peu près. T'étais déjà il y a 2 ans forcément. T'étais déjà dessus. On s'est vu à Paris et tu m'as dit c'est le film de ma carrière. Ouais, t'as dit ça. C'est le film de ma carrière. T'étais complètement enthousiaste sur ce projet, donc on va en parler maintenant. Ce film, il a été plébiscité par le monde entier. L'épopée de ce chat dans cette cité perdue et engloutie. Pour rappel, 720 000 entrées en France, ce qui aujourd'hui est quand même voilà, on peut considérer que ce sont de très bonnes entrées, et plus de 40 millions de dollars au box-office. Donc ça veut vraiment dire que c'est un film qui a été plébiscité par le public. Il a gagné un César, un Oscar et un Golden Globe. Voilà, maintenant, moi j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur. Tu nous as expliqué que c'était Gins que t'as rencontré et qui avait fait Away, qui t'avait plutôt convaincu. Donc parle-nous de ce film, de sa genèse jusqu'à ce succès à Hollywood il y a peu de temps. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que en fait, ce film, il a un peu été béni des dieux dès le début. C'est-à-dire que donc moi j'ai eu la chance son film précédent avait gagné le Grand Prix Contre-champ à Annecy, et moi j'ai vu le film un peu plus tard et en fait j'ai tout de suite contacté le réalisateur parce que j'avais été hypnotisé. J'avais vu sur mon ordinateur portable, mais c'était la première fois que je voyais un film sur mon ordinateur portable et que je faisais pas autre chose à côté. Souvent, en fait, on envoie des SMS, on arrête le film, on continue plus tard. Donc là, j'avais été hypnotisé par les mouvements caméra et je l'ai contacté. Et donc, il m'a envoyé son projet. Et c'était la première fois que je travaillais sur un projet en 3D. Parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de films en 2D et tous mes longs métrages avant étaient en 2D. Mais comme je vous ai expliqué précédemment, la technique, c'est pas le plus important. Il faut toujours se débrouiller pour trouver des solutions. Et donc, il a eu la gentillesse de me faire confiance aussi, puisque j'avais pas d'expérience en 3D. Et en fait, ça raconte, donc dans la note d'intention, il raconte que, pour schématiser, le petit chat, c'est lui, et il va apprendre à collaborer. Il a envie d'apprendre à collaborer avec des personnes parce qu'il a toujours travaillé tout seul. Et donc là, il avait envie de travailler avec d'autres personnes. Donc en fait, c'est un film qui est collaboratif à tout point de vue. Donc c'est un film un peu, je dirais, thérapeutique pour le réalisateur, voir s'il était capable d'échanger avec d'autres. Et ça s'est extrêmement bien passé. Que ça soit au niveau des financements ou que ce soit au niveau de la fabrication. On l'a fabriqué dans notre studio à Marseille. Donc on a trouvé tous les financements tout de suite, alors que c'était pas gagné, puisque c'est quand même un film sans dialogue, qui est non anthropomorphisé. Donc c'est l'antithèse des films de Pixar et de DreamWorks et de Disney. Et donc avec un réalisateur qui n'avait jamais travaillé en équipe, donc tout aurait pu péter. C'est aussi un scénario qui fait 40 pages. Dans les conventions, on dit qu'un scénario, c'est 1 minute égale 1 page. Là, on se retrouvait avec 40 pages parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Donc, c'était une autre façon d'écrire un scénario. C'était un peu comme une nouvelle.
Bon, pour le coup, Gins n'est pas scénariste, enfin n'est pas auteur de nouvelles, il est réalisateur. C'est un génie, faut le dire. Et mais bon, c'est pas un écrivain non plus, mais bon, c'était bien. Mais voilà, on aurait très bien pu être retoqué sur là-dessus, parce que c'est aussi une autre façon de lire un scénario, et les comités de lecture auraient pu être un peu. Et puis après, le film a fait sa première au Festival de Cannes, où il a eu, où on a commencé à avoir une rumeur, parce qu'en fait, donc au Festival de Cannes, il y a un marché du film où les vendeurs vendent les films à des acheteurs, donc vendeurs, acheteurs, et ces acheteurs sont des distributeurs dans leur territoire, dans leur pays. Et en fait, c'est comme des petites salles de cinéma, petites, avec une vingtaine de places. Et la plupart du temps, les acheteurs savent ce qu'ils veulent, enfin ce que, en tout cas, les spectateurs de leur pays veulent. Et au bout de 10 minutes, ça leur arrive de sortir de la salle parce qu'ils savent que c'est pas pour eux, quoi, et pour leur public. Et là, les acheteurs sont restés jusqu'au bout, ont applaudi, ce qui est extrêmement rare. Parce que c'est se dévoiler aussi un peu, hein. Si vous applaudissez à la fin d'un film et que vous avez un acheteur du même pays, bah, l'acheteur peut se dire, tiens, s'il applaudit, c'est que le film il est pas mal, donc je vais peut-être l'acheter avant lui. Donc généralement, on garde un peu ses émotions, un peu des animaux à sang froid, les acheteurs. Et c'est normal parce qu'après ils revendent et ils récupèrent de l'argent, donc c'est du commerce. Et en fait, là, ils ont applaudi, et puis il y a une rumeur qui a commencé à circuler à Cannes, comme quoi il y avait un film d'animation où les acheteurs avaient applaudi, etc., qui s'est amplifié jusqu'au moment où il y a eu la projection officielle à Cannes, et où on a eu là une standing ovation qui a duré 10 minutes. Voilà. Quelles régions en France ont financé ce projet? Juste la région sud. Juste la région sud, d'accord. Ok. On va regarder la bande-annonce. Alors pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, il est en ce moment sur Canal+ depuis quelques jours. Voilà, donc vous pouvez le voir sur cette plateforme-là. Tu as vu le marché évoluer. Tout à l'heure, tu as très justement dit qu'au départ, il y avait le théâtre, et puis le cinéma, et puis les chaînes de télé. Et puis pendant voilà, quelques décennies, on a eu les télévisions en clair, les télévisions publiques, les télévisions privées, le cinéma, et puis voilà, on avait ces guichets-là. En 2017, il y a eu l'arrivée de Netflix en France. Voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que ça a changé? Et voilà, il s'est passé plein de choses ces derniers temps sur le marché de l'animation. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que c'est et comment tu ressens les choses, toi? Oui, c'est toujours la même chose, hein. C'est des questions de vagues, hein, plus ou moins. Il y a des vagues courtes, des vagues longues. Il y a des cycles. Avant Kirikou, l'animation française n'existait pas, quasiment pas. Kirikou est arrivé. Il y a eu l'âge d'or du cinéma d'animation, et donc beaucoup de gens se sont engouffrés dedans. Il y a eu plus de subventions, il y a eu plus de boîtes de production, il y a eu plus d'écoles, etc. Là, il y a la vague, elle est en train de redescendre. On ne sait pas combien de temps elle va redescendre. Il y a 2 ans encore, il y avait 100%
d'embauche des jeunes diplômés. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a eu des conneries qui ont été faites, hein, faut être très clair, de la part notamment de certains studios comme Timto et autres, qui, au lieu de privilégier la production, ont voulu être prestataires de services pour des grands groupes comme Netflix, et donc du jour au lendemain, quand Netflix a coupé les robinets, ben voilà, ils ont coulé. Est-ce que tu peux juste préciser, en fait, quand tu dis prestataire, vous savez qu'il y a toi, t'es producteur, donc tu vas chercher l'argent, t'es propriétaire voilà, t'es garant de la bonne fin du film, donc voilà, les studios aussi. Les studios aussi, mais être prestataire, c'est quoi alors? En fait, il y a les sociétés de production et les studios. Donc les sociétés de production, on cherche des projets, et puis on cherche, une fois qu'on a trouvé des projets, on cherche des financements, et puis après, soit on les fabrique en interne, s'il n'y a pas trop d'animateurs, soit on fait appel à des studios et qui fabriquent les films. Et donc ils embauchent des animateurs pendant un certain temps, donc ils signent des contrats en CDDU, mettons de 6 mois ou 1 an, et après eux sont engagés vis-à-vis des salariés de devoir les payer jusqu'au bout. Et si du jour au lendemain le prestataire qui leur commande une série, par exemple Netflix, décide d'arrêter, eh ben le studio est obligé de continuer à payer les animateurs, et donc la trésorerie de Timto n'était pas suffisante. Je cite Timto, hein, mais il y en a eu plein, il y a Cybergroup et d'autres, et donc ils mettent la clé sous la porte. Et là, pour le coup, c'est compliqué, parce que pour le coup c'est des charrettes effectivement d'animateurs qui se retrouvent après au chômage. Donc ça, c'est un cycle qui arrive entre guillemets, qui est allé assez vite, parce que il faut savoir que en France, on est réputé pour nos animateurs, pour nos écoles, etc. Et il y avait à un moment un mouvement où en fait c'était les animateurs qui partaient aux États-Unis. Et en fait, la France a encouragé ce qu'on appelle le C2I, c'est-à-dire le crédit d'impôt international, qui permettait de relocaliser les animateurs français qui travaillent en France, mais que les studios américains fassent appel aux studios français pour fabriquer. Donc ça a été le cas par exemple des Mignons, où il y a Illumination MacGuff, donc MacGuff c'est la société française, et qui travaillait avec un studio américain pour fabriquer Moi Moche et Méchant, etc. Donc ça c'était un peu l'âge d'or à un moment donné de l'embauche des animateurs. Donc là c'est plus le cas actuellement. Ça peut revenir, on sait pas du tout, hein, comme je disais, je veux dire, si on savait comment ça marche, il y aurait pas tous ces problèmes. Donc on sait pas dans combien de temps ça va durer. Généralement, quand on parle de vagues, il y a un creux et puis après ça revient. Il y a des questions d'adaptation, c'est ce que je disais précédemment. On utilise beaucoup plus le temps réel aujourd'hui. On utilise donc Blender, le temps réel. On utilise beaucoup moins des logiciels comme Maya ou comme 3ds Max. Les réalisateurs aujourd'hui sont beaucoup plus autonomes. Avant, le réalisateur, c'était le dieu tout-puissant. On était dans un rapport très pyramidal dans la relation au travail. Là, quelqu'un comme Gins, par exemple, il sait tout faire sur un film. Il sait faire le son, le sound design, la musique, la réalisation, l'écriture. C'est aujourd'hui une position qu'il faut plutôt avoir. C'est une position qui est aussi très évolutive, puisque les logiciels évoluent énormément. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans un nouveau cycle. En fait, c'est vrai que on vous encourage à avoir le plus possible de cordes à votre arc, parce que le temps réel, on essaye de... Moi, je sais que parmi vous, il y en a qui détestent Unreal. Voilà, dans la filière animation, là, ils comprennent pas pourquoi on nous apprend ça. Bon, voilà, Unreal, typiquement, ça va être utilisé dans le futur par les studios d'animation. Le fait de savoir tout faire, le fait de savoir comment un film d'animation est fabriqué, quelles sont les différentes techniques, le fait d'être capable de prendre des décisions qui vont impacter la qualité du film. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux avoir un maximum de compétences pour être capable de bien, de prendre de la hauteur par rapport à un film. Et ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport aux intelligences artificielles, c'est que plus vous en savez, et plus vous serez aussi, capable. Plus vous aurez le choix aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses que vous savez pas parce que vous les avez pas encore appréhendées, donc c'est important de les appréhender. C'est ce que je disais précédemment, connaître le langage de notre ennemi. Donc, je veux dire, c'est comme quand on est à l'école, quand on apprend à lire, à écrire. Il y a des gens, moi personnellement, je détestais la grammaire quand j'étais petit, mais il fallait l'apprendre parce que sinon, on sait pas comment une phrase est constituée. Au bout d'un moment, on dépasse tout ça, mais il faut passer parfois par des étapes qui sont plus ou moins chiantes, quoi.
Voilà, c'est bien résumé. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux étudiants? Voilà, si on regarde... Si on regarde ma photo, le petit jeune que tu étais, quel conseil tu lui donnerais? de toute façon, moi, vous avez entendu mon histoire, hein, je suis là par hasard. Je suis là par hasard, mais je pense que j'ai trouvé ma voie par hasard. Donc en fait, il faut continuer à rester curieux, continuer à explorer des choses. Ça se trouve, vous ferez pas de l'animation plus tard, ça se trouve, vous ferez quelque chose de complètement différent, j'en sais rien. Et ça se trouve, vous serez très content de faire quelque chose de différent. Mais en tout cas, là, pour l'instant, vous êtes dans une filière que vous aimez, qui est l'animation, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, ce qui est important, c'est de la comprendre, de l'appréhender, de comprendre l'état du marché, de voir les nouvelles technologies, d'essayer des choses. Peut-être vous ferez des films live, j'en sais rien. Peut-être que vous ferez aussi, pour ceux qui font de la 2D, peut-être que en fait vous ferez de l'image fixe après, et vous ferez de la peinture aussi, parce que l'art continue d'être florissant. Hein, donc les Louis Vuitton et tout ça qui font appel à des artistes, ils ont besoin d'artistes aussi. Donc il n'y a pas qu'un seul métier. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision la plus large possible. Comme ça vous permettra de choisir. Après, comme je dis, c'est des questions de rythme. Hein, donc il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est de pas être en opposition, en confrontation par rapport à ce qui se passe, parce que de toute façon, vous pourrez rien faire par rapport au grand mouvement. Donc, ce qui est important, c'est essayer d'imaginer que vous êtes dans la mer, qu'il y a une petite tempête, vous pouvez pas agir contre la mer. Donc, il faut vous laisser porter aussi, mais que vous vous laissiez dériver dans la direction à peu près où vous voulez aller. Je dirais que c'est dans le cas, évidemment, là, je parle pas de travail, mais dans le cas d'une telle situation où vous êtes en pleine mer et qu'il y a la tempête, c'est votre seule chance de survie. Voilà. Donc, être en opposition face aux vagues, c'est même pas la peine. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est continuer à être serein, être conscient de cette étape qui est difficile. C'était pas le cas il y a 2 ans, quand pour certains, vous avez commencé à rentrer dans les écoles. Hein, il y avait le plein d'emploi. Voilà, il y a un retour, je vais pas dire un retour de bâton, mais il y a un changement qui s'opère aujourd'hui. Il faut en tenir compte. On n'y peut rien. Moi aussi, je vais en subir les conséquences parce que voilà, les films vont se faire aussi de manière différente. Il faut appréhender ça, mais il faut rester souple. Il faut rester souple et puis il faut rester attentif. Voilà, éveillé, c'est le plus important. Surtout face aux politiques. J'avais envie de mettre une touche politique à la fin, donc voilà. Merci beaucoup, Ron. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre attention pendant cette masterclass. Ron, vraiment merci d'être venu. Merci.